Il y a quelques semaines, Sean O'Malley a complètement surclassé Marlon Vera. Le Suga Show était le favori de ce combat, mais tout au long des semaines menant à l'UFC 299, le doute planait sur l'issue de l'affrontement. En cause, le fait que Chito est le seul combattant qui détient une victoire contre Sean. Et même s'il y a des circonstances à ce premier succès, c'était suffisant pour générer de l'intérêt autour de ce combat et créer le doute quant à son dénouement. Le doute est d'ailleurs un très bon outil marketing car il permet de nourrir l'intrigue, parfois sur des critères un petit peu exagérés par l'UFC, mais il arrive que ce doute soit bel et bien fondé. Il y a des affrontements dont le résultat et les circonstances appellent une seconde rencontre et parfois cette rencontre donne lieu à une trilogie. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les fois où le deuxième combat a complètement éteint le doute quant à la hiérarchie entre deux athlètes. Comme pour le main event de l'UFC 299, un troisième affrontement n'est pas nécessaire car on sait exactement comment il se finirait. Et même si l'UFC décide parfois de forcer avec certains combats, généralement, si l'intrigue est nulle, ces combats ne voient jamais le jour. Vous êtes sur la chaîne de Journeyman et voilà 10 revanches qui ont mis un terme définitif au doute. Numéro 10, Kamaru Usman contre Jorge Masvidal. La première fois que Kamaru Usman et Jorge Masvidal se sont affrontés lors de l'UFC 251, le Nigerian Nightmare s'est tranquillement imposé par décision en remportant chacun des 5 rounds. Comment est-ce que cela a pu laisser la place au doute, me demandez-vous? Eh bien, ce sont les circonstances autour de ce combat qui ont mis une astérisque sur la performance d'Usman. En effet, le champion de poids welter devait affronter Gilbert Burns pour la ceinture, mais la semaine menant au combat, Gilbert a contracté le Covid-19 et il a dû se retirer de l'affrontement. Jorge Masvidal a débarqué à quelques jours de l'événement et il a sauvé la carte en faisant le poids en dernière minute. C'est donc un Jorge épuisé et en sous-régime qui s'est présenté face au champion du monde. Évidemment, même la meilleure version de Jorge aurait bien eu du mal contre Kamaru, mais Gumbred est un combattant très populaire et le narratif comme quoi il aurait pu battre Usman s'il avait été en pleine possession de ses moyens a commencé à tourner chez les fans. Évidemment, Dana White et l'UFC se sont empressés d'alimenter ce narratif car Jorge était et de loin le plus gros vendeur des moins de 77 kg. Quelques mois plus tard, Masvidal obtient un second combat et cette fois-ci, il a le temps de se préparer convenablement. Ironiquement, le résultat final est pire que lorsqu'il n'était pas prêt car Kamaru le met KO brutalement dans la seconde reprise. Non seulement l'écart de niveau entre les deux hommes est accentué, mais à ce moment-là, Usman prend une toute autre dimension et il semble presque qu'il soit invincible. Numéro 9, TJ Dillashaw contre Renan Barão. Même si la perception que l'on a de lui a bien chuté depuis quelques années, Renan Barão semblait invincible lorsqu'il était champion de l'UFC. Le poids-coq brésilien était sur une série de 30 victoires et il était largement au-dessus du reste de la division. Lors de l'UFC 173, il était attendu qu'il terrasse TJ Dillashaw. Ce dernier était un jeune prospect et une ceinture de champion du monde était probablement envisageable à l'avenir pour lui, mais pour le moment, il semblait trop inexpérimenté et surtout, il s'était préparé pour un combat contre Takeya Mizugaki. Il a accepté de changer d'adversaire pour figurer dans le main event de la soirée avec une chance de devenir champion du monde. Mais pour le coup, Barão était un massif favori, l'un des écarts de cote de Paris les plus importants de l'histoire de l'UFC. Après tout, Renan avait battu Michael McDonald, Eddie Wineland et surtout Uriah Faber 2 fois, littéralement le mentor de Dillashaw. Donc autant dire que quand TJ a malmené Renan pendant 4 rounds avant de le finir dans le 5e, ça a un petit peu surpris tout le monde. L'aura d'invincibilité autour de Barão était telle que tout le monde a cru à une mauvaise soirée et qu'une revanche entre les deux hommes suffirait à rétablir l'ordre des choses. Mais lors du second combat, plus d'1 an plus tard, TJ prouve qu'il n'y avait pas de hasard et il domine une nouvelle fois Renan de la tête et des épaules. Numéro 8, Francis Ngannou contre Curtis Blade. En 2016, on était au tout début de la carrière de Francis Ngannou et de celle de Curtis Blade. Francis n'avait combattu qu'une seule fois à l'UFC et il affrontait Curtis pour le premier combat de ce dernier dans la promotion. Initialement, le Camerounais devait affronter Bojan Milajovic, mais ce dernier s'étant retiré, Curtis est dépêché en dernière minute. Il a dû traverser l'Atlantique pour se rendre en Croatie et on était loin de se douter que cette affiche qui semblait anecdotique voyait un futur champion du monde et un futur très bon poids lourd s'affronter. À la fin du second round, Curtis avait pris trop de coups et même s'il souhaitait continuer et qu'il était toujours actif, le docteur décide d'arrêter le combat et la victoire revient à Ngannou. Il y a un goût d'inachevé avec ce succès et les deux hommes vont continuer d'empiler les victoires. Mais après avoir perdu contre Stipe puis contre Derrick Lewis, Francis avait l'air d'être dans une mauvaise passe. C'est le moment que l'UFC choisit pour le faire affronter Curtis de nouveau. Ce dernier est en pleine ascension et il est même le favori du combat. Pour beaucoup, les circonstances du premier affrontement ont desservi Curtis et dans son meilleur jour, il est au-dessus de Francis. Malheureusement pour lui, Ngannou ne l'entend pas de cette oreille et il terrasse Curtis Blade en seulement 45 secondes. Une façon pour lui de prouver que le premier affrontement n'était pas un hasard du tout et qu'il était bel et bien à des années-lumière de Blade. Numéro 7, Jon Jones contre Alexander Gustafsson. En 2013, les fans priaient pour un petit peu de difficulté pour Jon Jones. Ce n'est pas tant qu'ils voulaient le voir perdre, mais il dominait ses combats si outrageusement que ça tuait un petit peu le suspense de sa catégorie. Lors de l'UFC 165, Bones est programmé contre Gustafsson. Le Suédois est certes un combattant très talentueux, mais personne ne l'imaginait capable de poser des problèmes au mi-lourd le plus dominant de l'histoire du sport.
Mais la première rencontre entre les deux hommes a surpris tout le monde. Pour la première fois, Jones est poussé dans ses retranchements, il est gêné, Alexander l'entraîne en eau profonde et certains considèrent même qu'il aurait dû être le vainqueur. Ce n'est pas mon cas du tout, mais force est de constater que Gustafsson était un vrai vent d'air frais à ce moment-là. Ce combat était le meilleur de l'année 2013 et dès qu'il s'est achevé, les fans avaient déjà le regard tourné vers un second affrontement entre les deux hommes. Surtout, avec un petit peu plus de temps et d'expérience, certains pensaient qu'Alexander pouvait bien être celui qui finirait par faire tomber John Jones. Si on est honnête et avec le regard que l'on a actuellement, le Gustafsson que l'on a vu à l'UFC 165 n'est plus jamais vraiment apparu. Mais lorsque les deux hommes se sont retrouvés à l'UFC 232, Jones sortait d'un combat un peu décevant contre Ovis Saint-Preux et il s'était fait épingler pour dopage après le deuxième affrontement contre Daniel Cormier. On ne savait pas vraiment quelle version de Bones allait se présenter et beaucoup pensaient que Gustafsson avait sa chance. Comme souvent dans sa carrière, Jones a rebondi alors que tout le monde doutait de lui, il n'a laissé aucune chance à Gustafsson et a éteint les doutes qu'il n'avait finalement pas tant de substance que ça. Numéro 6, Demetrius Johnson contre Ian McCall. Ian McCall est peut-être le combattant le plus malchanceux de l'histoire du MMA. Son premier combat contre Demetrius Johnson n'est qu'une étape supplémentaire dans sa série de mésaventures. En 2012, l'UFC a tenu un tournoi pour désigner son champion inaugural des poids mouches. D'ailleurs, ce tournoi est le dernier officiellement tenu par la promotion à date. Ian McCall et Demetrius Johnson s'affrontent dans un combat à couteau tiré et au bout de 3 rounds haletants, DJ est déclaré vainqueur à la décision majoritaire. Problème, la commission athlétique australienne se rend compte quelques jours plus tard que les cartes des juges ont été mal additionnées. Ce combat aurait dû être un match nul et selon les règles en vigueur dans le tournoi, il y aurait dû y avoir un 4e et dernier round pour départager les deux hommes. Au vu du fait que Ian avait largement dominé la 3e reprise, il était plus que probable qu'il aurait été celui qui aurait quitté l'octogone avec une qualification pour la finale. Donc autant dire que ce dernier était très remonté et que l'UFC n'avait pas d'autre choix que d'immédiatement reprogrammer ce combat. Sa victoire transformée en no contest, Demetrius Johnson était l'outsider de ce second affrontement et les doutes commençaient à planer sur son véritable niveau. On était loin du DJ que l'on a connu par la suite, mais il avait déjà bien performé chez les poids coqs et de base, il était attendu qu'il domine largement Ian et qu'il remporte le tournoi. Donc à l'entrée du second combat, les avis sont partagés et Demetrius est même donné perdant par pas mal de fans. Mais comme vous le savez, le destin de DJ était de s'emparer de cette ceinture et il a aisément battu Ian dans la revanche. Il s'est envolé vers le titre et le succès qu'on lui connaît, pendant que McCall continue d'enchaîner les mésaventures et les épisodes de malchance. Si seulement les maths avaient été faites correctement, peut-être que l'histoire aurait été drastiquement différente. Numéro 5, BJ Penn contre James Pulver. BJ Penn contre James Pulver, c'est l'histoire de celui qui s'est échappé de l'UFC. BJ a été considéré comme le futur du sport à la seconde où il a posé les pieds dans un octogone. Il était prodigieux, d'où son surnom, et après 3 combats dans la promotion, il semblait déjà acquis que la ceinture des poids légers lui reviendrait à un moment ou à un autre. Mais comme souvent dans sa carrière, il a fallu que James Pulver ruine le plaisir de tout le monde. En remportant une décision majoritaire lors de l'UFC 35, Lee Leville est devenu le premier combattant à battre Penn et surtout, il a conservé sa ceinture de champion des poids légers par la même occasion. Mais c'est là que l'histoire devient d'autant plus intéressante. Alors que l'UFC veut organiser un second combat entre les deux hommes, James s'estime mal payé par la promotion et il décide de rendre son titre pour aller voir si l'herbe est plus verte chez le voisin. BJ lui reste à l'UFC, mais il y a une astérisque, difficile de considérer Penn comme le numéro 1 en sachant que l'homme qui l'a battu combat ailleurs. Ce qui rend la situation encore plus frustrante pour BJ et pour l'UFC, c'est qu'il était plus ou moins clair que Penn était rapidement devenu le meilleur des deux, mais pour ce que ça vaut, il y avait une victoire à rien pour Pulver. D'ailleurs, James a longtemps joué sur cette ambiguïté et lorsqu'il a fait son retour à l'UFC, il en a profité pour obtenir un poste de coach dans la 5e saison de The Ultimate Fighter. Les deux hommes ont enfin pu faire leur revanche en finale de l'émission et Penn a définitivement montré qu'il était largement au-dessus de son rival. Numéro 4, Georges St-Pierre contre Matt Serra. Le premier combat entre Georges St-Pierre et Matt Serra est vraiment la preuve que tout est possible dans le MMA. C'est une anomalie, un bug dans le système et surtout un rappel que même les plus grands ne sont pas infaillibles. La victoire surprise de Matt a un peu mis un frein à ce qui semblait être le début d'un règne glorieux. Évidemment, le Canadien finira par devenir la légende du sport que l'on connaît aujourd'hui, mais après l'UFC 69, le doute était de mise. Est-ce que tout le monde ne s'était pas un peu précipité en faisant de Georges la future figure de proue du sport? Ce n'est pas tant que le public s'est mis à croire que Matt Serra pouvait dominer le MMA, mais il y avait une ombre sur le tableau qui devait s'éclaircir. Et pour le coup, Georges ne s'est pas fait prier. Il était déterminé à prouver que ce premier affrontement n'était qu'un contretemps, et après 2 victoires rapides, il a demandé un nouveau combat contre Matt Serra qui, il faut le dire, n'était pas très pressé de remettre en jeu son titre non plus. Lors de l'UFC 83, Georges terrasse Serra et il redevient champion du monde, faisant vite oublier sa bévue et démarrant ce règne légendaire par lequel on le connaît mieux. Numéro 3, Rampage Jackson contre Chuck Liddell. En 2003, l'UFC a accepté de faire quelque chose qui n'est plus possible de nos jours, envoyer une de ses stars combattre pour une autre promotion. C'est très étrange avec les standards modernes, mais Dana a volontairement demandé à ce que Chuck Liddell représente l'UFC lors d'un tournoi du Pride. L'objectif de White étant bien sûr que Chuck gagne le tournoi et prouve que l'UFC a bien les meilleurs talents à disposition.
Mais en demi-finale, ce dernier tombe nez à nez avec Rampage, et comme vous le savez peut-être, il y a peu d'individus avec lesquels il doit être moins plaisant de tomber nez à nez que Rampage, et ce dernier bat Chuck par arrêt du coin du combattant de l'UFC. Frustrant pour la Dell, mais pour la défense de ses entraîneurs, il était en train de passer un sale quart d'heure, et passer un sale quart d'heure entre les mains de Rampage et sous les règles du Pride, c'est une expérience qu'il vaut mieux arrêter à temps. Donc après ce revers, Chuck rentre à l'UFC, il devient champion du monde et il défend sa ceinture 4 fois. Il y a un consensus clair qui est qu'il est désormais le meilleur mi-lourd du monde, mais du côté du Pride, les choses sont en train de changer. La promotion est en train de fermer ses portes et une déferlante de combattants plus effrayants les uns que les autres arrive à l'UFC. Parmi eux, Rampage qui est bien déterminé à prouver qu'il est toujours meilleur que son ancien adversaire. La perception générale était que les progrès de la Dell allaient être suffisants pour s'occuper des Rampage. Malheureusement pour le Iceman, Quinton Jackson l'a terrassé en moins de 2 minutes, prouvant que les meilleurs mi-lourds du monde étaient probablement du côté du Pride tout ce temps. Numéro 2, Brock Lesnar contre Frank Mir. Il faut le dire, programmer Brock Lesnar contre Frank Mir pour son deuxième combat professionnel n'était peut-être pas l'idée du siècle. Frank était un ancien champion du monde et certes Brock était un athlète exceptionnel, mais il y a des limites techniques qui ne peuvent pas être exclusivement compensées par le physique. Donc Frank l'a battu, mais déjà, on sentait que Lesnar avait de quoi être un sérieux client à l'UFC. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, il était d'ailleurs le favori lors de son combat contre Randy Couture, mais cela tenait presque exclusivement à la différence d'âge et de gabarit entre les deux hommes. Avec l'aide de la machine marketing de l'UFC, sa victoire contre The Natural l'a transformé en bête invincible et insaisissable. Mais Frank Mir restait Frank Mir et il l'avait battu relativement aisément l'année passée. Donc, lorsque les deux hommes se sont retrouvés, le doute était permis. Est-ce que Brock Lesnar était vraiment devenu cette force terrifiante et sensationnelle ou est-ce que tout ça n'était qu'un écran de fumée médiatique que Frank allait vite dissiper? Surtout, ce combat était un des premiers exemples d'une confrontation entre les fans aguerris du MMA et la portion plus mainstream de l'audience et chacun défendait son poulain la peur au ventre. Finalement, Brock Lesnar a montré qu'il n'avait pas chômé et il a battu Frank Mir dans le second round, prouvé qu'il est un combattant de MMA né et un travailleur acharné. Il est aussi clairement le résultat des prodiges de la science moderne, mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Numéro 1, Chael Sonnen contre Anderson Silva. Lors de l'UFC 117, Chael Sonnen est passé à moins de 2 minutes de l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport. Bon, sa victoire potentielle aurait été transformée en no contest parce qu'il était chargé comme un taureau, mais le premier affrontement entre le gangster de l'Oregon et Anderson Silva est un moment extrêmement important de l'histoire du MMA. Poussé dans ses derniers retranchements et après avoir perdu 4 rounds, Anderson sort un triangle de nulle part pour se sortir d'une situation qui était plus que mal engagée. Il faut comprendre que comme John Jones, The Spider était invincible, personne n'arrivait à le battre et le voir en telle difficulté était plus que rafraîchissant. L'attente autour d'un second combat entre les deux hommes était titanesque. Chael était passé à rien de battre Silva et s'il faisait un peu plus attention lors du second affrontement, il parviendrait peut-être à le battre pour de bon. Mais Anderson est un grand champion, il sait s'adapter et évoluer en fonction de son opposition. Lorsque les deux hommes se sont retrouvés pour l'UFC 148, Silva est arrivé préparé en conséquence et prêt à déjouer les plans de Chael. Et il l'a fait plutôt facilement d'ailleurs. En finissant son adversaire au second round, il a montré une nouvelle fois ce qui fait la marque d'un très grand combattant. Tous les doutes entourant son premier combat ont été dissipés en un instant et Chael ne deviendra jamais champion du monde, que ce soit à l'UFC ou ailleurs. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que un combat que j'aurais pu citer aussi, que j'ai failli citer, c'est Juliana Peña contre Amanda Nunes par exemple. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. La semaine prochaine c'est le retour des previews, je vais en faire une, mais on a Manon Fiorot qui combat, donc on est tous derrière elle. C'est une demi-finale, c'est une chance pour elle d'avoir une opportunité pour la ceinture, donc on est tous à fond derrière Manon. Et voilà, on va en parler la semaine prochaine de toute façon. Le rythme des vidéos, il est un petit peu moins soutenu là parce que j'ai pas mal de taf. Donc je fais au mieux, j'essaye de trouver un petit peu du temps ou des petits concepts qui me prennent peut-être un petit peu moins de temps, mais en tout cas, je vais faire au mieux, vous connaissez. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à commenter, liker, vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et on se reparle bientôt, salut tout le monde.